Bonjour à tous, bienvenue à cette nouvelle édition du podcast Bulletin sportif, nouvelle édition football. Bien content de vous avoir avec nous encore une fois cette semaine. Merci d'être au rendez-vous de plus en plus nombreux. Merci d'être là. On va parler évidemment cette semaine de ce qui s'est passé dans le monde du football étudiant, football collégial, division 1 notamment. On a eu le droit à 4 matchs très serrés et notamment une surprise alors que les Géants de Saint-Jean sont allés vaincre les Titans de Limoilou 41-34. Une énorme performance du duo Olivier Théroux-Nathan Carignan. Le duo carrière-receveur. Carignan termine la rencontre avec plus de 300 verges de gains sur réception. Il est en voie de battre le record de Vincent Forbes-Monblot pour le plus grand nombre de verges sur réception en une seule saison. Il lui en manque 244 avec 3 parties à jouer. On va espérer de ne pas le jinxer en parlant de ça, mais il est extrêmement bien parti. Donc, franchement, on va en parler avec William Julien, évidemment, dans notre segment de foot collégial. On va parler de la victoire de Grasset, qui est seule équipe invaincue en collégial D1, 5 victoires, aucune défaite. On va parler de la D2, évidemment, de la victoire de Sherbrooke contre John Abbott, de la victoire de Lévis aussi contre Valleyfield. Bref, un beau programme au niveau du collégial. Au niveau universitaire, avec Pat Bois et Jason Bryan Jean-Baptiste, on fait le tour des 2 matchs, mais on discute surtout de cet écart qui semble recommencer à s'agrandir entre les 2 programmes que sont Montréal-Laval et le reste de la Ligue. On va parler ensemble de solutions peut-être, de qu'est-ce qui se passe avec ça, de qu'est-ce qui doit être fait. Est-ce qu'on doit espérer plus d'investissement de la part des universités dans leur programme de football, dans leurs installations? Est-ce qu'on doit trouver d'autres trucs pour faire le recrutement pour ces écoles-là, pour ces équipes-là? Est-ce qu'on doit relancer l'idée d'une division 1 canadienne pour s'assurer que les meilleures équipes s'affrontent semaine après semaine? Bon, une solution qui a déjà été envisagée, une solution coûteuse, une solution difficile à appliquer parce que c'est énormément de voyagement et surtout, ça ne réglerait pas le problème du recrutement pour les autres universités, étant donné que les meilleurs joueurs voudraient évidemment se retrouver plus souvent qu'autrement en Division 1. Donc, à suivre avec vous un paquet de bons sujets, un paquet d'éléments qui vont toucher tous les fans de football étudiant, oui, mais fans de football, point. Attirer les gens, d'ailleurs, je vous invite à le faire. Parlez aux gens que vous connaissez qui sont fans de foot, si vous voulez les intéresser au foot universitaire, au foot collégial, bien, le podcast, l'édition football du podcast Bulletin sportif, je pense, peut être une bonne option. Donc, n'hésitez pas à en parler et surtout, d'ici là, profitez de cet excellent show. Foot collégial avec Will Julien. Salut, William. Salut, Phil. Ça va? Ah ouais, toi? Yes. Ben, tu t'es remis quand même de la défaite des Bears contre les Broncos? Oui, très bien, parce que Justin Fields a fait sa job, puis à la fin, on a perdu. Fait qu'on reste on top pour le premier choix. Ouais, exact. Vous avez les 2 premiers choix du repêchage à la date. Pour l'instant, on a les 2 premiers choix. Maintenant, si Justin Fields joue bien, est-ce qu'on va aller chercher Caleb Williams pareil? J'imagine que oui, puis après ça, on verra. Mais autre sujet, ceci dit, oui, regarde, je vis avec ça. Tu es fan des Canadiens, tu es fan des Bears. À un moment donné, ce qui arrive, c'est que tu te contentes de triper sur des repêchages. J'ai hâte d'avoir du fun à gagner. Ah, moi, je suis pas vieux. Moi, depuis le Super Bowl de 2011, je me contente de défaite en finale de la Ligue de la NFC Championship. C'est quand même mieux. T'as plus de plaisir, t'as plus de hype. Moi, c'est rendu qu'à... Ça commence à faire mal au cœur à ces 5-6 fois de suite. Mal au cœur, oui, c'est vrai. Mais c'est mieux ça que du désintérêt, des choses comme ça. Parce que, tu sais, quand t'es au bout de 2-3 games dans la saison, tu te désintéresses de ton équipe, ça enlève un peu de fun aussi. Mais bon, regarde, ça n'empêche pas d'avoir du plaisir à regarder des bonnes games. Puis si dans la NFL, il y en a des bonnes, puis il y a du gros jeu. Collégial aussi, mon ami. Ça n'a aucun sens. Ça. En Division 1, là, Phil, tous des matchs serrés. 4 matchs très, très, très serrés. Donc, ça, c'est intéressant pour la deuxième moitié de saison. Là, on amorce la deuxième moitié.
On l'a dit, on le répète souvent que notre saison de football, c'est long, puis on a eu des beaux résultats la fin de semaine dernière. Là. On a eu des beaux résultats, des matchs le fun à suivre parce que serré, comme tu dis, mais le match. On savait que c'était le match qu'on voulait suivre. Là. Saint-Jean venait de battre CNDF. On avait hâte de voir ce qu'elle allait donner contre Limoilou. Est-ce qu'on s'attendait? Puis l'attaque de Saint-Jean, on n'avait pas de doute dessus, c'est pas ça, là. Mais marquer 41 points dans une victoire de 41-34 contre les Titans, wow! Wow! Puis, écoute, Olivier Théroux et Nathan Carignan, quel duo de joueurs de football. Nathan Carignan a au-dessus de 300 verges sur réception. 306 sur 11 réceptions. Il est à 244 verges avec 3 matchs à jouer, du record de tous les temps pour un receveur de passe dans une saison pour le nombre de verges. Vincent Forbes-Monblot, le deuxième, c'est Kevin Mittal. Fait que là, lui, il est en train d'avoir une saison où il va passer en avant de ces joueurs-là si tout va bien, parce qu'une moyenne de 82 verges, grosso modo, par match, là, c'est way en haut de sa moyenne habituelle depuis le début de l'année. Fait que, écoute, s'il reste en santé, là, Carignan se dirige vers une saison record. C'est fantastique ce que l'attaque de Saint-Jean nous offre. Puis, surtout, qu'est-ce qu'ils nous ont à faire dans le match contre Limoilou en fin de semaine. Et Saint-Jean était capable d'exploiter une faiblesse qu'on n'avait peut-être pas vu que les attaques adverses n'avaient pas réussi à faire contre Limoilou, c'est d'exploiter les demi de coin. Ça n'a pas été un grand match pour la tertiaire de Limoilou qui semble et qui a été incapable de faire des ajustements même dans ce match-là. Les Géants ont été capables de répliquer à coups de jeu explosifs. Olivier Théroux avait aucun problème à rivaliser à coups de circuit avec Jérémy Ouellette là, dans ce match-là. Puis les Géants ont donné le ton avec des jeux explosifs. C'est comme ça qu'ils ont contrôlé leur attaque. Puis écoute, ils ont joué tout un match. Nathan Carignan en a parlé 306 verges sur 11 réceptions. Il a 3 touchés. Puis en plus, c'est lui qui va faire l'interception sur le dernier jeu du match alors qu'on jouait une Prevent côté des Géants. On avait envoyé Nathan Carignan dans la zone de but, qui était une décision très logique et très bien sensée. Mais la série sur le Sunday finit avec une interception. Donc, a été partout dans ce match-là. Olivier Théroux continue d'assurer sa progression qu'on voit depuis la deuxième demi contre le Phoenix André Grasset la semaine 2. Cette attaque-là, elle est vraiment dynamique. Puis c'est en plus de Théroux, il y a 368 verges par la passe, mais c'est 17 en 28, donc pas beaucoup de passes incomplètes. Ça, c'est intéressant. On a distribué quand même le ballon à 5 receveurs de passes différents aussi. Donc, même si tu veux contrer Nathan Carignan et Olivier Théroux, ce duo-là est tellement en feu que c'est comme dans le temps que tu n'étais pas capable de contrôler Patrick Mahomes et Tyreek Hill, malgré que tu savais que les deux pouvaient se rejoindre, ils se rejoignaient quand même. T'sais. C'est un peu ça qu'on voit présentement avec ce duo-là. Ils ont joué ensemble avec les Diablos de la Prairie au niveau civil. Donc, c'est des gars qui se connaissent, qui ont une chimie déjà ensemble. Mais Olivier Théroux est une très surprise parce qu'on s'attendait à ce qu'il soit carrière, mais est-ce qu'à ce niveau-là où il est en train de jouer présentement, je pense pas, mais c'est une très belle surprise. Puis là, les Géants, là, honnêtement, avec cette attaque-là, Phil, là, on parle plus d'une équipe. Au début de la saison, on disait c'est une équipe qui va batailler le 5e rang. C'est plus une équipe qui bataille le 5e rang, c'est rendu des prétendants au bol d'or rendu là. Aucun doute. Aucun doute. Cette équipe-là, si elle joue comme elle joue là, il n'y a aucun doute. En ce moment, là, oui, il y a Grasset, effectivement, qui n'a aucune défaite, puis on en parlera plus tard, mais on est obligé de les placer premiers. Là, ils sont quand même 5-0, puis ils ont battu Saint-Jean d'ailleurs, mais depuis 3 matchs, puis les 2 derniers contre CNDF puis Limoilou, c'est incroyable ce que Saint-Jean arrive à faire. Et c'est la façon dont on a gagné ces matchs-là. On a été capable, défensivement contre CNDF, on a été impeccable. Là, oui, on donne 34 points, mais on a été capable de rivaliser offensivement. Donc, on est capable de gagner de toutes les facettes du côté des Géants. Donc, ça, c'est ça qui est intéressant. Et un fait à noter, là, Phil, qui va avoir l'air anodin, là, on n'a donné aucun sac du corps du côté des Géants. Aucun sac. Ça, c'est intéressant contre une ligne défensive, même un bloc défensif comme celui de Limoilou. Une boîte défensive qui est exceptionnelle. On n'a donné aucun sac. Ça, ça veut dire que c'est tout un travail de la ligne à l'attaque. Puis on en a déjà parlé, Charles-Olivier Cyr, qui est comme allié rapproché. Oui, il a un touché avec un catch, mais lui, il ajoute. C'est comme un 6e joueur. Il devient toujours un 6e joueur de ligne. Il devient un joueur tellement versatile qu'on ne sait pas s'il va bloquer ou attraper le ballon. Il devient un 6e joueur de ligne lorsqu'il bloque, parce qu'il bloque tellement bien. Sans faire des blocs percutants, il fait des blocs intelligents.
Et ça aide, puis c'est ce qui permet à Olivier Théroux d'avoir des jeux explosifs avec l'attaque aérienne à ce niveau-là. Vraiment, vraiment. Puis, tu sais, tu en parles, Cyr est un prototype d'allié rapproché. Ce gars-là est une recrue. On en a déjà parlé. Ce gars-là a un très bel avenir. Très, très, très bel avenir. Moi, je le connais très bien, pour l'avoir coaché. Ben, tu en avais parlé dans une édition précédente, puis c'est une belle équipe parce qu'il y a autre chose. Si on l'a dit, oui, ils ont accordé 34 points, mais à la fin du match, la défensive fait le travail pour empêcher Limoilou d'aller recréer l'égalité. Tu sais, il y a un moment donné où est-ce que les bons joueurs arrivent avec les gros jeux. Puis moi, le gros jeu, c'est franchement un gars que j'apprécie de plus en plus regarder jouer. Il fait des gros jeux match après match après match. Tu sais, puis Mathis Leboeuf, l'autre côté, les deux demi de coin, là, Mathis Leboeuf n'est pas attaqué très souvent. Fait ça ajoute tout ça à l'efficacité de Saint-Jean, qui évidemment compte beaucoup sur son attaque, là, mais c'est une sacrée belle équipe. Puis franchement. Oui, vas-y. C'est un duo demi-défensif qui me fait penser à ce que les Géants avaient il y a quelques années, là, à peine, à Nicolas Lessard et Christophe Beaulieu, qui était un duo très, très dynamique. Donc, on a un peu ce duo-là du côté des Géants. C'est le genre de formule qu'on voulait répéter dans la défensive de Jean-Philippe Bégin, et ça sert très bien. Et un point tournant dans le match, c'est au 4e quart. Les Titans y vont en 4e essai au milieu du terrain. On arrête les Titans. Et sur le jeu précédent, Olivier Théroux rejoint Félix Gagnon sur un long jeu. Ça permet le toucher de Mathias Lefebvre, et c'est le toucher qui a fait la différence, qui a fait 41-34 pour Saint-Jean à ce moment-là. Alors, de chapeau aux Géants qui ont réalisé, comme tu l'as dit, oui, on donne 34 points, mais les gros jeux défensifs, c'est Saint-Jean qui les a réalisés et non les Titans de Limoilou. Exact. Puis là, écoute, je pense qu'il faut, tu l'as dit, là, il faut considérer les Géants comme une équipe très, très dangereuse. Moi, je le dis, là, Carignan, il m'impressionne, a battu des doubles couvertures régulièrement dans le match. Et tu sais, à un moment donné, on dit, tu l'as dit, les ajustements de Limoilou. Tactiquement, on a essayé de s'ajuster. Là. On a envoyé 2 gars, on a envoyé le maraudeur pour aider, pour contrer Carignan. Mais Carignan faisait des attrapés au-dessus de leur tête, par-dessus. Il est plus rapide, il est plus grand, il est plus fort. Et Théroux, tu sais, le fait que les deux ont joué ensemble, Théroux savait où placer le ballon dans une double couverture pour que Carignan l'attrape. Tu sais. Ça, c'est des éléments, c'est des fondamentaux que c'est ça. C'est exactement ce que les Géants ont réussi à faire. C'est incroyable d'avoir allé cette attaque-là, qui, selon moi, est probablement la plus dynamique de la DR en ce moment. Il n'y a pas de doute. Puis, tu sais, on n'en parle pas, mais au bout du compte, cette attaque aérienne-là fait en sorte que l'attaque au sol fonctionne aussi. On a couru pour plus de 100 verges contre Limoilou, là. Exact. Et on a commencé à trouver un filon aussi au niveau du jeu au sol, Phil, avec Jonah Lacasse qui, de semaine en semaine, celui qui obtient le plus de portée. Donc, on commence à trouver quelque chose. Donc, non, ça, c'est intéressant. C'est un bon point parce que si ton attaque aérienne marche à un rythme effréné comme elle le fait en ce moment, ça va permettre à un moment donné de mieux courir. Donc, ça va être très intéressant ce qu'on voit du côté de Saint-Jean, mais c'est pas que Limoilou a joué un mauvais match. Les Saint-Jean ont juste joué vraiment un meilleur match, puis ils ont été le fameux terme clutch quand c'était le temps contre un bon Titan. Exact. Puis, tu sais, tu l'as dit, c'est le fait d'être opportuniste vraiment au moment clé. Parce que Jérémy Ouellette complète 60% de ses passes, finit avec 280 verges, 3 passes de toucher, les 3 à Mathis Bouchard, qui lui joue un très, très bon match, 119 verges. Joey Marcotte fait son travail, court pour 109 verges, une moyenne de 7,3 par course. Tu sais, tu ne peux pas dire que l'attaque de Limoilou n'a pas fonctionné. C'est la défense qui a fait son travail, c'est juste qu'à la fin, c'est ça. C'était un jeu ici, un jeu là, un positionnement sur le terrain, puis ça fait toute la différence. Mais en tout cas, je suis impressionné par Saint-Jean. Je suis surpris, surtout par Saint-Jean. Tu l'as dit, Olivier Théroux, on le savait bon. Il a quand même été le carrière d'équipe Québec. Là, il ne sort pas de nulle part. On le savait qu'il avait du talent. Mais là, les choses sont en place. Je ne sais pas à quel point Dimitri Morin a son mot à dire dans tout ça.
versus. Bien, évidemment qu'il a son mot à dire, parce que je ne pense pas que Rémi Giguère ne savait pas ce qu'il faisait avec ces gars-là. Non, mais je pense vraiment que là, ça donne qu'on a en plus d'un aspect tactique là, qui a été bien pensé. On a une équipe à maturité avec des gars qui exécutent extrêmement bien. C'est comme je le dis, oui, Limoilou a assurément des choses qu'ils vont vouloir revoir au niveau de leur couverture défensive sur les passes. Il y a assurément eu des éléments ou en tout cas des failles qui ont été découvertes ou peut-être juste exposées parce qu'un Carignan est capable de faire des choses que peu de exact. Je pense qu'on voit quand même, quand tu regardes les matchs de Limoilou, elle était quand même là la faiblesse. Parce qu'on savait que la boîte défensive, elle était bonne. S'il y avait un bémol, c'était la tertiaire. Et là, on les a peut-être plus exploités qu'est-ce qu'on fait. Donc, je suis pas inquiet pour Limoilou. C'est quand même, on sait que c'est une équipe depuis des années qui est capable de s'ajuster très bien. Mais ça pourrait être peut-être ça, ce match-là, un prélude à un bol d'or. C'était un match de bol d'or d'ailleurs. La façon dont ça s'est joué, c'était spectaculaire. Et l'ambiance au stade Alphonse Desjardins, Phil, électrique. C'était spectaculaire. Puis un match de bol d'or au chaud, parce que quand ça va être le bol d'or, le réel, il va être au frais. À Trois-Rivières, oui. À cause du temps de l'année, j'aurais de la misère à croire qu'il va faire 25-27 à ce temps-là de l'année. Non, pas à Trois-Rivières. Surtout pas à Trois-Rivières. Fait que rendu là aussi, il y a ça qui va être intéressant de voir à quel point plus l'année va avancer, plus les températures vont se rafraîchir, comment ce jeu aérien-là va continuer d'être efficace dans les moments clés. En tout cas, ça va être à suivre. Puis ratez pas les prochains matchs des géants. Là, franchement, il va y avoir de l'explosion. Là, en tout cas, vous êtes sûr. Et ça sera à Lennoxville dans 2 semaines. Là. Ça va être tout un match aussi. Ça va être un gros match parce qu'on va y aller tout de suite d'ailleurs. Lennoxville, malheureusement, pour des raisons techniques, j'ai pas pu voir tout le match. J'ai pas pu le voir. Mais Lennoxville l'a emporté. Encore une fois, une 3e victoire consécutive, 19-14. Pas selon les termes de GF Jonca, parce que beaucoup de revirements dans le match. Mais bon, à la fin, sa défensive a fait le travail. Il l'a dit lui-même, il sent que son équipe s'améliore, que son équipe ne s'est pas abattue après un début de 0-2. Donc, Champlain-Lennox, on le savait que ça allait être une bonne équipe. Il le prouve. Ce qui est intéressant, par contre, c'est de voir que Vieux-Montréal a été capable d'améliorer franchement son jeu défensif, de restructurer ça. Et Zachary Lévesque, le leader de cette défensive-là, a joué son meilleur match de la saison jusqu'à maintenant. Vieux-Montréal a besoin de lui. Oui, écoute, absolument. Il a été exceptionnel. Le Vieux-Montréal, tu en as parlé défensivement. Écoute, on réalise 3 interceptions. Exact. Ça, c'était quelque chose qu'on n'avait pas depuis le début de l'année, des revirements. Tu sais, oui, on ne gagne pas le match, mais c'est quand même intéressant. C'est pour ça que ça nous a gardé dans le match à 19-14, justement. Il y en a 2 par Guillaume Paradis-Roy, entre autres. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on va être intéressant. C'est Tom Cabanza en offensive, c'est Tom Cabanza qui a joué comme carrière tout le match. Quand même, seulement 11 passes complétées, mais 2 interceptions de passes de toucher. Quand même des choses intéressantes. Mais la défensive du Vieux-Montréal, ce qui est intéressant, c'est qu'on a limité Jerry Momo à seulement 58 verges. Voilà. Alors ça, c'est une grosse... Tu sais, oui, je sais que c'est sûr que le Vieux-Montréal aurait voulu mettre un 1 dans la colonne des victoires, là. Mais c'est une belle victoire morale parce que tu donnes 58 verges à Jerry Momo. Tu as provoqué des revirements contre un corps arrière là, qui jouait quand même bien dans les dernières semaines, qui limitait... beaucoup les revirements. Donc, c'est quelque chose qui est intéressant parce que défensivement, c'était là la carence du Vieux-Montréal, surtout depuis le début de la saison. On donnait des hauts scores. Et là, de jouer un match un peu plus défensif, ça va être intéressant pour eux. Puis, effectivement, tu sais, le fait d'avoir stoppé le jeu au sol de Champlain-Lennoxville, tu sais, c'est la clé, pareil. On a beau dire ce qu'on voudra. C'est quand même la force au niveau de l'offensive pour Champlain. Fait que c'était capable d'arrêter Jerry Momo. Zachary Bouchard, par contre, a été utilisé uniquement pour les retours de Botté. Selon ce que j'ai vu. Là, il a capté un ballon. Je sais qu'il a capté une passe, mais je pense que c'est ça, mais on ne l'a pas vu avoir des portées. Fait que je ne sais pas si au niveau de sa santé, il est à 100%. Il y a peut-être un enjeu là. Donc, à suivre, mais quand même, victoire pareille de Champlain-Lennoxville, qui est 3e victoire de suite. Se replace dans la course là, pour être bien positionné pour les Et offensivement, intéressant pour le Vieux-Montréal, c'est Alexander Etienne qui a eu le plus de répétitions. 24 portées, 110 verges, un touché. Alors ça, c'est intéressant. On peut avoir un bon duo comme ça dans le champ arrière pour les Spartiates. Avec l'Apostole, effectivement.
Grasset-Garneau. Là, Grasset, on en a parlé, 5 victoires, aucune défaite. Ils ont remporté leur match, mais 37-30. Garneau venait de subir une raclée de 49-3 là, contre Champlain-Lennoxville. Fait que moi, je trouve que là-dedans, il s'est passé quelque chose d'intéressant. Des joueurs de Garneau, de l'équipe de Garneau, qui est arrivé là quand même avec l'intention de se reprendre et pas l'intention de dire « Oh shit, ça va être on va en manger une autre parce que c'est une équipe puissante qui est Grasset, puis ils sont encore puissants. » Le Gabriel Taché en a joué une solide encore, notamment comme receveur de passe. Puis, exact, 4 touchés, puis il ne sera même pas. 148 verges, 4 touchés, puis il ne sera même pas considéré pour le joueur de la semaine en attaque à cause de Carignan. Mais ça, c'est la vie qui veut ça. Ça n'empêche rien à sa qualité de jeu. Par contre, bon, Garneau n'a pas été dans la situation où il menait pendant la rencontre, mais ils se sont gardés dans le match tout le long. Et ça, c'est intéressant. Et surtout, c'est qu'on a évité les revirements offensivement. Ça a permis de rester dans le match. Là, tu sais, Charles Gamache, là, on parlait dans les dernières semaines, on parlait de lui. Oui, il avait des passes de toucher, mais il avait des interceptions. Là, il a évité les revirements. Donc, ça, c'est une clé intéressante. Surtout quand tu joues contre des équipes de tête, faut que tu gardes le plus de possession possible. Il ne faut surtout pas. Donc, on a été bon pour limiter éviter les revirements. On a été bon au sol, on a été bon par la passe. Donc, offensivement, on a créé des belles choses quand même. Écoute, on a couru La Rochelle sans une verge au sol. Donc, très intéressant. Charles Gamache transportait 218 verges, comme je l'ai dit. 2 passes de toucher, évite les revirements. Donc, ça, c'est intéressant dans la colonne pour Garneau. Donc, on a été quand même beaucoup plus disciplinés que les autres matchs aussi. Oui, puis on a réussi 2 interceptions. Ça, c'est 2 éléments clés. Donc, on a gagné la bataille des revirements. On a été plus disciplinés. Puis, offensivement, on a été capable d'avoir une attaque équilibrée. Donc, des belles choses pour Garneau, qui, malheureusement, est juste venu à court là, parce que Grasset a trouvé une façon de gagner ce match-là. Bien, Grasset a trouvé une façon de gagner, mais quand même, je dirais que Grasset était quand même. Oh, il a été la meilleure équipe sur le terrain. Grasset était la meilleure équipe. Grasset a quand même contrôlé. C'est juste qu'ils n'ont pas réussi à créer, à se sauver avec le match. Parce que Garneau trouvait tout le temps le moyen de faire un jeu ici, un arrêt, un stop là, trouver le moyen de faire les jeux à des bons moments puis se garder dans le match. Fait que chapeau à eux autres, il faut leur donner. Franchement, ça reste une performance très honorable face à ce qui reste encore aujourd'hui, même si Saint-Jean, pour moi, est l'équipe la plus dangereuse en termes d'équipe complète jusqu'à maintenant, depuis le début de l'année, c'est Grasset qui démontre ça. Oui, écoute, absolument. Puis, écoute, Gonzalez était encore excellent. 5 passes de toucher dans ce match-là, donc ça s'est pas passé juste par le jeu au sol. On était capable de courir pour 115 verges avec Grégory Moulanda Saint-Pierre. Oui, mais 88 en plus de Kervin Spoll, fait qu'on est en haut de 200 verges au sol quand même. Donc, c'est exact. Puis, on a 276 verges par la passe. Donc, on a été très bons. Les 2 attaques ont été bonnes. Les 2 défenses ont fait des jeux à des moments d'autres. Pour Garneau, c'est une victoire honorable. Pour Grasset, ça confirme. Mais pour Grasset, c'est quand même un match qui est intéressant pour eux dans la suite parce que c'est un match serré. Donc, ils vont juste prouver qu'ils sont, même si l'autre équipe fait des gros jeux, qu'elle revient dans le match, mais ils sont capables de garder le contrôle de ce match-là. Donc, c'est ce que tu veux voir. Tu ne veux pas juste gagner 49-0, 49-3 chaque semaine. Là. Donc, d'avoir un match serré, mais des fois, ça peut être juste une bonne chose pour le reste de la saison, surtout avec les séries qui vont arriver très bientôt. Bien d'accord. Puis, tu sais, on parle des performances offensives, mais tu sais, en fin de match, j'en parlais tantôt par rapport au match de Saint-Jean, mais en fin de match, les gros joueurs se lèvent. Farrell Niago, pas compliqué, il sac le corps 2 fois, fait échapper le ballon. La 2e fois, c'est même lui qui le récupère lui-même. Un grand ailier défensif de très haut niveau qui fait 2 gros jeux à des moments clés pour s'assurer de conserver l'avance des siens. Fait que, bref, grosse performance là. Parlant de performance défensive, parce que je finis avec Grasset des jeux défensifs, là, mais performance défensive qui aurait dû permettre à Vanier de gagner contre CNDF. Écoute, il s'incline 17-14, mais il menait 7-3 pratiquement tout le match. C'est le début du 4e quart où est-ce que bing bang, on a donné 2 touchés rapidement.
qui ont tué, dans le fond, Vanier. Mais quelle performance défensive de l'équipe de Joe Kolzak. Il faut vraiment souligner ça. Emmanuel. Ça fait 2 bonnes performances défensives dans les dernières semaines là, pour Vanier. Oui, exact. Puis Emmanuel Niehou, Samijo Souda, les 2 joueurs de ligne défensive, qui se ramassent ensemble, là, ils finissent avec 19 plaqués, dont 7 pour perte à 2. Il faut redonner à César ce qui lui appartient. Là. Et un sac. Ces gars-là jouent extrêmement bien, ou en tout cas extrêmement bien joué dans cette partie-là. Encore une fois, Jason Bile, 6 catchs, 119 verges, 1 touché. Franchement, il y a des belles choses qu'on a vues. Depuis que Riley Element est là, on a l'impression qu'on a plus de stabilité. On marque pas beaucoup pour autant, mais on a de la stabilité en attaque. On est capable d'une constance. On est capable de traverser le terrain. Donc, ça, c'est un élément qui était intéressant. C'est la deuxième. On le dit encore, on le répète, au début de la saison, quand on disait que Vanier, on avait un doute parce qu'on ne savait pas s'ils avaient un joueur qui était capable de faire la différence. Mais Jason Bell semble être celui qui est capable de faire. Là, donc, c'est intéressant ce qu'on voit du côté de Vanier. Mais moi, je vais aller à l'inverse. Bon en termes de receveur. Oui, mais là, je vais aller à l'inverse aussi. Là. Phil, je commence à être très inquiet pour CNDF, honnêtement. Je commence à avoir des doutes sur cette équipe-là, qu'on voyait parmi les favorites. C'était les finalistes du Bol d'Or. On s'est dit, ils vont revenir. Pas des victoires faciles cette année. Défaite contre Saint-Jean. Donc là, victoire très, très courte. On a seulement lancé pour 103 verges. On a bien couru le ballon. Mais on sait encore même pas. Tu sais, oui, là, c'est Thomas Leroux qui a joué tout le match, mais on ne sait même pas c'est qui le carrière encore avec cette équipe-là. Rendu deuxième moitié de la saison, les 2 la lancent à chaque fois. Une chance qu'on a un Manny Thibert qui est capable de faire la différence. Mais moi, c'est NDF. Défensivement, peut-être pas, mais offensivement, je commence à avoir des doutes. Ben avec raison. Avec raison, parce que, tu sais, Rémi Nadeau, qui est supposé être un gars de qui on s'attend énormément, court 49 verges sur 15 courses. Tu sais, je vais le donner là, à Vanier qui ont bien fait leur travail. Oui, absolument. Ils avaient un bon plan de match. Dans un match comme ça, ben tu sais, en même temps, il court quoi, 120, 160, tu sais, 175 verges à peu près, il court au sol, tu sais, il arrive quand même à faire avancer le ballon au sol, là, CNDF, tu sais, à un moment donné, il ne faut pas tu mettre ça juste dans les mains d'un seul joueur puis dire c'est lui ou pas. Non, c'est ça. Camden puis Nadeau, c'est un duo formidable de porteurs de ballon. On s'attend, on voudrait peut-être avoir des touchés de leur part, là, il y a quelque chose là. En attaque, tu l'as dit, Thomas Leroux qui a joué tout le match, finit 10-120 pour 103 verges uniquement. Il y a des choses à aller faire partir. Cette attaque-là, en ce moment, est peut-être en une forme de léthargie, façon de parler. En tout cas, pas léthargie, mais je parlais de constance des fois. Peut-être qu'il y a une constance qui a été gagnée, qui n'est pas encore impressionnante. Là, je vais remettre les choses au clair aussi. Je parle juste de la partie qui prépare au moins le terrain pour le reste de la saison et surtout pour l'année prochaine. On s'est amélioré, c'est ça que je veux dire. On a créé une constance à certains moments qui n'existait même pas proche au début de l'année. Là, on la voit arriver. Là, CNDF, c'est l'inverse. CNDF, on a l'impression que là, il y a des points d'interrogation, de la confusion, il y a un paquet de choses là-dedans. J'ai hâte de voir ce qui va se passer dans les prochains matchs. La semaine de congé, parce que là, en D1, on s'en va en congé pour tout le monde la semaine prochaine, devrait aider parce qu'effectivement, tu l'as dit, la défense fait le travail. Est-ce que l'attaque peut se replacer? C'est la défense qui a gagné ce match-là. Là. C'est la bataille on a gagné la bataille des revirements contre Vanier. C'est ça qui a fait la différence. Tu interceptes 4 fois Riley Element. Donc, tu gagnes seulement 17-14 en ayant gagné cette bataille de revirement-là. Donc, imagine si peut-être un revirement de moins, peut-être que tu l'échappes ce match-là. Et on a regardé le match tous les deux, là, Phil. Là. Ben, Vanier, quand tu l'as mentionné d'emblée, Vanier aurait dû gagner ce match-là. Là. Oui, parce que, puis, j'enlève rien, là, les interceptions, c'est des interceptions, surtout les 2 premières. Moi, je veux le souligner, là, je veux quand même prendre le temps de le souligner. Le 92, Christophe Martin, sa première interception, c'est un milieu défensif, le gars. Là. La première interception, là, il décide, en tout cas, où le jeu est dessiné qu'il doit reculer pour aller prendre la zone courte, et il plonge devant le receveur pour aller faire l'interception. C'est un jeu très athlétique de sa part. Fait que là, on va lui donner, ça, c'est pas la faute à Element. Bon, peut-être que la passe aurait pu être mieux et tout, et garde, tout se peut. Mais sincèrement, Christophe Martin est allé chercher chercher cette interception-là. Un grand jeu de sa part.
un peu plus tard dans la première demi, Vanier est à la porte des buts. C'est 3 points sûrs, là, il n'y a aucun doute. Puis théoriquement, on devrait aller chercher le 7 points. Element lance le ballon. Martin met sa grosse patte en travers du chemin du ballon. Le ballon revole dans les airs, tombe dans les mains d'Isaac Parenteau qui réussit l'interception dans la zone des buts. Tu sais, la réalité, c'est que tu te retrouves avec 0 points, puis au bout du compte, tu sais, c'est CNDF qui reprend le ballon. Puis encore une fois, gros jeu de CNDF, je ne leur enlève rien. Mais tu comprends que c'est ça. Ça, c'est un jeu ici, là, une interception qui change l'allure du match parce qu'à la fin, tu as peut-être une victoire de Vanier si ce jeu-là n'arrive pas. Mais exact. Donc, tu sais, et Vanier, c'est juste, c'est des jeux réalisés par une équipe qui est bonne, CNDF, tu sais, sur papier, c'est supposé être ça. Donc, ils ont réalisé les gros jeux. C'est tout aussi simple que ça. De l'autre côté, c'est une jeune attaque encore. Donc, on n'a pas, mais c'est, comme tu le dis, c'est de la progression. Et tu sais, je vais utiliser ce terme-là, ça me permet, la constance, elle est en progression. C'est ce qu'on voit du côté de Vanier, puis ça, c'est intéressant pour la suite de la saison et c'est surtout pour l'an prochain. Exact. On savait qu'on avait une équipe jeune là-bas. Fait que je suis pas. Dans le fond, c'est bon signe, tout ça, comme je dis. Peut-être que cette équipe-là n'arrivera pas à faire les éliminatoires. Je ne m'attends pas à ce qu'ils fassent, mais je suis content de voir qu'on voit des bonnes choses à Vanier qui avancent là. Donc, à suivre pour eux autres, à suivre pour la D1. Comme je disais, la semaine prochaine, on est en vacances, fait qu'on aura la chance la semaine prochaine de peut-être se faire un petit tour d'horizon de la première partie de la saison, peut-être regarder ensemble c'est qui nos joueurs par excellence, nos coups de cœur. On en profitera pour faire le tour de ça. Je sais qu'en même temps, les gens qui nous écoutent aiment bien savoir qui on place parmi nos joueurs étoiles pendant la saison. En Division 2, on va faire un tour rapide de ce qui s'est passé. Rapide, mais il faut quand même prendre le temps de s'arrêter sur le match Sherbrooke-John Abbott, qui était l'affrontement qu'on voulait regarder. Les deux équipes avaient perdu la semaine d'avant. C'était intéressant. Sherbrooke a montré pourquoi ils sont champions en titre. Une victoire de 39-23, du travail méthodique. Un excellent match de Carl-Émile Dubois-Farrar. Franchement, là, 4 touchés, 3 par la course, 1 par la passe. Il est excellent pour les retours de beauté aussi. Les retours de beauté. Il est beauté aussi. Donc, il a été phénoménal dans ce match-là. On le sait que c'est un bon joueur, mais il a joué un grand match. Et on avait tous les deux prédit une victoire de Sherbrooke, d'ailleurs, la semaine passée dans ce match-là. Oui, parce que j'ai arrêté de prédire des victoires qui sont des défaites à Sherbrooke. Oui, c'est ça. Donc, au moins, la game ne s'est pas emparée sur cette fois-là. Mais non, écoute, Sherbrooke a joué du Sherbrooke. C'est aussi simple que ça. Que tu l'as parlé de travail méthodique, je peux pas dire plus que ça comme mot. C'est le mot parfait. C'est autant défensivement, offensivement que sur l'unité spéciale. C'est une équipe qui est jamais spectaculaire, mais qui est méthodique. Et elle a fait la différence. Alors que John Abbott a plus voulu jouer la carte d'une équipe explosive, d'une équipe qui est capable de faire. Je veux pas employer le mot fantaisie parce que c'est pas ça, mais de gagner d'une autre façon. C'était deux équipes avec des styles complètement différents dans ce match-là. Et c'est l'équipe la plus méthodique qui a remporté cette rencontre-là. 0 volé. John Abbott n'a pas joué un si mauvais match que ça. C'est juste non, parce qu'on a réussi à faire des bonnes poussées offensives. J'ai trouvé que John Abbott arrivait à faire avancer le ballon. Plusieurs punitions qui leur ont fait mal, par contre, dans la partie. Hein. L'indiscipline a fait la différence et le fait que Sherbrooke a juste joué un match phénoménal au bon moment. Donc, c'est la combinaison de ces deux choses-là. Mais je veux prendre le temps de dire aux gens que John Abbott n'a pas joué vraiment un vilain match dans ce là. Non, vraiment pas. Puis John Abbott a démontré que Glenn Valentine, c'est pas juste un gars qui court. Exact. Parce que le jeu au sol de John Abbott a été anéanti. En 18 courses, on fait 79 verges. Et Valentine n'a aucune course dans le match. Là. Et Valentine n'a aucune course dans le match. Il s'est dérobé pour lancer des ballons. Ça lui a fait rater des passes, c'est vrai, mais il a montré aussi qu'il était capable de compléter des jeux en mouvement. C'est un athlétique. Il a fait des bonnes choses. 19 en 35, 273 verges. Il n'a pas eu lancé d'interception. Donc, tu sais, il faut le donner. Là. Valentine a fait un travail de corps arrière très honorable. Noah Smallwood, encore, sa cible favorite, 6 réceptions. Mais à la fin, c'est ça. C'est vraiment le jeu au sol. 192 verges du Dubois-Farrar.
Donc, non. J'ai dit 3 touchés. Là. J'ai dit 4 touchés, mais en fait, c'est 3. Estuardo Posadas, lequel autre. Mais bref, ça pour dire que c'est un match typique Sherbrooke, signé Dubois-Farrar. Puis franchement, une belle victoire pour Sherbrooke qui reste à 3-1. Pendant que John Abbott se retrouve avec 2 défaites consécutives. Fait que ça va être on va vouloir se replacer de ce côté-là. Il y avait un autre gros match quand même. Mais quand même 2 bonnes performances défensives du côté de John Abbott dans ce match préféré. James Lannon, Raphaël Clemens ont joué un excellent match. Ils ont été partout sur le terrain. Eux, ils ont réalisé les gros jeux. Ça s'est un peu plus joué du côté de la boîte défensive. Là, ça a été un peu plus difficile pour Abbott. Absolument. Puis Lannon a une bonne saison jusqu'à maintenant, là, franchement. Oui, absolument. C'est pas la première fois qu'on parle de lui. Donc, l'autre match dont je voulais parler, prendre plus de temps, c'est Lévis contre Valleyfield. Lévis s'en va gagner un gros match, 35-21. Valleyfield venait de battre Sherbrooke. Oui, Valleyfield avait eu une première demi parfaite contre Sherbrooke. Sherbrooke avait remonté, mais à la fin, Valleyfield avait gagné son match. Ça restait qu'on arrivait là sur une victoire contre les champions en titre. On s'apprêtait à affronter Lévis à Lévis, mais là, Lévis je pense que Lévis n'a pas apprécié son dernier match, qu'eux autres aussi, c'était contre Sherbrooke, parce qu'eux autres, ils revenaient d'une semaine de vacances. N'avaient eu aucun succès au sol contre Sherbrooke. Et là, 269 verges de Lévis dans le match. Franchement, on a trouvé le bon vieux Faucon de Lévis. Charles Bourbeau en tête avec ses 146 verges, 2 touchés, mais également Michael Aubin. En fait, des fois, on parle de duo de porteurs. À Lévis, c'est Bourgault et Aubin. Aubin, 97 verges, 2 touchés aussi. Oui, tu l'as bien dit, la bonne vieille recette des Faucons de Lévis-Lauzon. Une ligne d'attaque dominante, un jeu au sol exceptionnel. Écoute, on a lancé 23 passes dans le match avec 2 corps arrière. Donc, tu sais, on n'avait pas besoin de le faire. On n'a lancé aucune passe de toucher. Donc, ça s'est toujours joué au sol. Exact. On a complètement dominé. Écoute, la guerre des tranchées, on l'a gagné haut la main du côté de Lévis-Lauzon. On a été physique. On a donné le ton avec, je pense, la première séquence, là, c'était presque juste du jeu au sol. Donc, on les a martelés. On a martelé rapidement le front défensif du Noir-et-Or de Valleyfield. Puis, ça a donné le ton au match à ce moment-là. Honnêtement. Exact. Puis, tu sais, ça fait qu'au bout du compte, Lévis se retrouve encore à 3-1, eux autres aussi. Lévis, je pense qu'ils ont justement établi que, OK, notre match au sol contre Sherbrooke, ça n'a pas fonctionné, mais c'est encore ça, notre pain et notre beurre. Puis, on est capable d'avancer amplement de victoire avec ça. Malgré un bon match de Lancelot Gilbert en défense encore pour Valleyfield avec 11 plaqués, dont un pour perte, mais on a été capable de bien le contrer. Il a fait des jeux, mais il a fait des jeux souvent au fameux 2e niveau où les plaqués se sont faits et non dans le champ arrière. Donc, on était quand même, on était très bon. La ligne à l'attaque de Lévis-Lauzon, comme je le disais, a dominé ce match-là. Dans les tranchées, on a été exceptionnel. Exceptionnel. Absolument. Fait que, regarde, chapeau Lévis et le groupe là-bas. 2 autres matchs. Édouard Montpetit qui écrase Trois-Rivières 27-9 pour une première victoire cette année. Un match. Ça va faire du bien au Lynx, ça. Ça va faire beaucoup de bien au Lynx. Un match bizarre qui a commencé avec une course de, je pense, 81 verges de William Chamberlain. Ensuite, on refait un autre touché un peu plus loin. On mène 13-0. Puis après ça, il y a eu en fin de première demi, là, un échange de revirements sans arrêt. Comme si personne ne voulait faire quoi que ce soit de bon avec ce ballon-là. Au total, Édouard Montpetit, comme je dis, se retrouve avec une victoire de 27-9. On peut le dire, là, c'était une belle victoire parce qu'un match complet, bien travaillé par les Lynx, mais quand même, des ballons échappés en quantité. Il va falloir se replacer là-dessus. Il y a assurément des améliorations à avoir là-dedans. Mais tout ça pour dire que je pense, et comme pour répéter ce que tu disais, la victoire, pas la victoire, mais oui, la victoire, effectivement, va faire du bien à la troupe d'Édouard Montpetit. Oui, exactement. Donc, tu sais, on a eu des lacunes contre le jeu au sol, mais la tertiaire d'Édouard Montpetit a joué un excellent match. On n'a rien donné.
Donc, ça, c'est une facette qui est intéressante. On a gagné, on a provoqué des revirements. Donc, ça, c'est une autre facette, des choses qu'on réussit pas à faire dans des matchs serrés. On le fait, on va chercher une victoire. Puis, pour le moral, il n'y a pas mieux que ça pour Edouard dans ce match-là. Exact. Puis, oui, tu fais bien de le mentionner, le jeu au sol. Juan Antonio, 19 courses, 164 verges, un touché. Un très bon match pour lui du côté des Diablos. Et Chamberlain était très bon de l'autre côté aussi. Comme toujours. Fidèle à son habitude. Enfin, Beauce-Appalaches, première victoire en D2. 37-14 contre Onsic. Je pense qu'il est là, le Beauce-Appalaches montre qu'ils sont. On disait en D2, est-ce qu'ils vont être corrects? En tout cas, ils ont démontré qu'ils avaient plus leur place là qu'en Onsic. Ça, c'est clair. 37-14, c'est un score sévère, honnêtement, pour deux équipes comme ça. Onsic, on veut pas s'acharner sur eux, mais c'est vraiment difficile. Ils sont seulement 130 points marqués, 169 accordés. C'est difficile contre une équipe de Beauce-Appalaches qui n'a pas l'attaque qu'ils avaient en Détroit lors des dernières conquêtes du Bol d'Or. Alors ça, c'est un peu inquiétant ce qu'on voit défensivement de ce côté d'Onsic. Et surtout offensivement, où on crée absolument rien, honnêtement, Phil. C'est exactement ça. 87 verges par la passe. T'sais, Arthur Bédard au sol, 98 verges, OK. À un moment donné, on est capable d'aller chercher des choses, mais c'est contre Beauce-Appalaches, une équipe qui justement est en train de trouver ses repères en D2. Puis, mais il faut leur donner. Beauce-Appalaches a joué son match, a fait son travail. Louis Drolet est excellent. Zachary Roy. Louis Drolet, comme receveur de passe, 167 verges sur 11 réceptions, 2 touchés. Roy aussi, 2 touchés. Mais non, je suis... disons que si on est Onsic, il faut quasiment penser, pas quasiment, je pense qu'il faut penser à l'an prochain, à se dire, OK, c'est qui les joueurs qui vont former mon noyau l'an prochain, commencer à positionner les choses, voir avoir une stratégie de recrutement très avancée là, parce que cette année, c'était oublié. Sur le terrain, au niveau des résultats, au niveau du processus avec des joueurs, au niveau du développement, il y a toujours quelque chose à aller voir. C'est clair. Mais il ne faut pas s'attendre à aller voir cette équipe-là chercher des résultats sur le terrain dans les matchs cette année. C'est ça. Comme je dis, offensivement, on ne crée rien. Oui, on est capable de courir le ballon, là, mais à l'attaque, on ne crée rien. Tu peux même pas être proche d'avoir un match serré si tu lances seulement pour 87 verges à chaque semaine. Puis en plus, tu as des revirements. Tu gagnes jamais la fameuse bataille des revirements. Je sais que j'en parle depuis tantôt, mais c'est quand même un cliché. C'est dans les impondérables, là, c'est à prendre en considération. Surtout si tu veux essayer de surprendre une grosse équipe. Mais une chose aussi où on a, sur les unités spéciales, on donne des longs retours aussi. Steven Poirier, Louis Drolet a eu des bons retours. La bataille, le positionnement sur le terrain aussi, Poirier a bien dégagé. Félix-Antoine Thibault a eu des excellents bottés dans le vol. Donc, ça s'est joué là, honnêtement. Pacheco, quand même, est un bon retourneur qui fait des belles choses pour Onsic. Qui est un peu dynamique. Ça, c'en est un des joueurs que tu pourrais parler du noyau auquel on peut bâtir, mais il n'y a pas beaucoup de choses à se mettre sous la dent du côté d'Onsic, malheureusement. Mais c'est ça, c'est quelque chose de processus. On va espérer pour eux que ça soit de mal à personne, là, évidemment, mais c'est vraiment difficile de créer quelque chose, surtout offensivement. Exact. Puis, tu sais, regarde, ça se peut que ce soit une année comme ça. Ouais. C'est des bons coachs là-bas. C'est des gars qui connaissent leur football, qui savent développer des jeunes. Je pense qu'à quelque part, tu sais, des jeunes joueurs qui veulent aller jouer là perdront pas leur temps. C'est pas des tout croches. Loin de là, c'est un bon encadrement. C'est une belle place, tu sais. Fait que je suis pas... tu sais, c'est leur première année en D2. Là. Il n'y a pas de raison de lancer la serviette ou quoi que ce soit. C'est pas ça. C'est juste que c'est une année vraiment difficile. C'est dur de trouver le positif dans tout ça. Mais là, Phil, honnêtement, le classement devient intéressant de 2 parce que les 8 premières équipes ont les séries. Tu as 4 équipes à 3-1, 2 équipes à 3-2, 2 équipes à 2-2. Et avec la victoire d'Edouard, ça te fait qu'il y a une équipe à 1-3, une équipe à 1-4. Donc, la bataille pour la 8e place, elle est intéressante. La bataille du milieu de peloton est intéressante et la bataille au sommet est intéressante. Alors, ça va être des excellents matchs jusqu'à la fin. C'est des matchs de série jusqu'à la fin. Ben, c'est parce que, tu sais, franchement, là, si on y va au-delà du classement exact qui est là,
sais, Trois-Rivières est 2-2. Trois-Rivières va avoir de la misère à aller chercher une autre victoire d'ici la fin de l'année. Tu sais, Beauce-Appalaches. Alors qu'Édouard va jouer contre Annecy. Édouard, avec sa première victoire, là, ils sont en position pour faire quelque chose, là, puis aller peut-être justement le chercher, là, ce 8e rang-là. Parce que même si Montmorency est 2-2, je ne pense pas qu'ils sont réellement dans une bataille pour essayer de faire les éliminatoires. Là. Montmorency, c'est une meilleure équipe que ça. Donc, tout ça pour dire qu'au bout du compte, ils font partie de tout le reste du groupe des 7 premières équipes de la Ligue. Ils sont 7 équipes dans cette Ligue-là qui, aujourd'hui, à mon œil, à moi, ont une chance réelle puis de se rendre jusqu'au bout. Puis je dis 7, puis sincèrement, il y a Lionel Groulx à 3-1 pour laquelle j'ai encore des doutes. J'ai encore des doutes contre les grosses équipes, qu'est-ce qu'ils vont réussir à faire, mais... On va avoir une réponse en fin de semaine lorsqu'ils affrontent Sherbrooke. Ils vont affronter Sherbrooke. Ça va être la deuxième grosse équipe après Saint-Hyacinthe. Saint-Hyacinthe les avait battus. Donc, ça va être intéressant de voir ce que Lionel Groulx va pouvoir faire contre Sherbrooke. Ils sortent d'une semaine de congé. 2 semaines se préparer à Sherbrooke. Ça pourrait être intéressant, surtout défensivement, avec un gars comme Brodeur pour Lionel Groulx qui devra être une clé dans ce match-là. Sûr et certain. On va avoir Beauce-Appalaches à Édouard-Montpetit. On parlait de bataille pour une place en pivot. C'est pivot pour eux autres. Match de série avant le temps, ça, clairement. Là. Exact. Ça se passait à Édouard-Montpetit. Lévis à John Abbott. Ça, c'est intéressant, Lévis à John Abbott, parce que John Abbott ne peut pas se permettre d'avoir une 3e défaite. Elle ne peut pas se permettre. C'est plus pour l'approche mentale que ça peut causer des problèmes. Mais devant leurs partisans, John Abbott va devoir trouver une solution au jeu au sol de Lévis. Lévis arrive là avec la confiance. Donc ça va être un match qui va faire des flamèches, je pense. Exact. Puis on a Saint-Hyacinthe qui est à Huntsic. Ouais. Montmorency à Trois-Rivières. D'après moi, ça, c'est deux matchs qui devraient... Il faut les jouer, les matchs. Hein? Puis c'est pas un manque de respect à personne. C'est vraiment sur papier qu'on fait l'analyse. Là, je pense que et Saint-Hyacinthe et Montmorency s'en vont à l'étranger récolter 2 victoires, une victoire chacun de leur côté. Oui, donc encore des matchs très, très, très intéressants partout. Donc, la D2 va être à l'honneur en fin de semaine, la D3 aussi, puisqu'il y a congé en D1. Donc, allez voir des bons matchs. Il va y en avoir. Beauce-Appalaches et Édouard-Montpetit, d'ailleurs, c'est le match des anciens, Édouard. Est-ce que tu vas être un ancien présent, Édouard? Théoriquement, oui, parce que le match était 1h. J'avais de quoi en soirée, mais là, avec le match à 1h, je devrais être présent sur place. Fait que l'instant que tu l'as dit, tu es presque obligé de le faire. Oui, c'est ça. William, un gros merci encore. Gros travail. J'espère que les gens apprécient autant que moi toutes tes analyses puis le travail que tu fais pour regarder tout ça puis mettre en lumière les magnifiques performances de nos étudiants athlètes partout dans le réseau collégial au niveau du football. Merci, Will. Bonne semaine. Merci. On s'en va se préparer. On est en bye week, mais on a la place en série assurée avec les Barons de Saint-Bruno. Donc, ça, c'est une bonne chose. Bravo, mon cher. Merci. Salut. Ça, c'est toujours la première étape. Oui. Une fois en série, tout peut arriver, dit-il. Et voilà. OK. C'est bon, William. Salut. Salut, Phil. Ouais. Foot universitaire. Pat Bois, Jason, Brian, Jean-Baptiste, comment ça va, les gars? Ça va bien, Phil, toi? Ça va bien. Yes. Ça va mieux que certains programmes cette année. En fin de semaine, j'ai été un petit peu, comment je pourrais dire? Je ne sais pas si j'ai été désabusé, il ne faut pas virer fou, il ne faut pas être trop bipolaire non plus, puis partir en fou quand ça va bien, voir ça pire que c'est quand ça se passe mal, mais moi, là, ça fait 2 ans que je regarde ça, je me dis, hey, il y a des équipes qui s'approchent des plus gros programmes. Pas qui vont les battre régulièrement puis que c'est égal, non, mais que si Montréal ou Laval décident d'avoir une journée que ça ne fonctionne pas, Sherbrooke, Concordia sont capables d'aller les chercher. Puis on voyait McGill arriver avec Éloi, puis bon, il y a du talent ici et là. On a des espoirs pour ces équipes-là. Mais cette année, on regarde ça. Montréal et Laval sont tout seuls dans leur camp, vraiment, plus que les 2 dernières années. Puis en fin de semaine, on a une démonstration complète et totale.
2 grosses victoires, 34-13 de Montréal pour commencer, puis c'est celle-là qu'on va jaser. Là, c'est l'impression que, OK, 21 points, mais ça aurait pu être 35 points. T'sais. La deuxième demi, on dirait que Sénécal, il essayait des affaires qui n'ont pas toutes fonctionné. Tu vois que ses stats, c'était plus là. C'était pas le même joueur nécessairement qui était sur le terrain. Ça a changé un petit peu le déroulement, mais je veux avoir votre feeling sur ça. Un match de Montréal-Sherbrooke. Bon, Sherbrooke s'était fait démolir le dernier match contre Montréal. Maintenant, on retournait à Sherbrooke. Puis là, c'était un peu la même chose qui est arrivée. Bref, j'attends vos commentaires. Jason, vas-y donc. Honnêtement, tu sais, pour moi, la perspective du match entre les Carabins et le Véral, c'est que, tu sais, à partir du deuxième quart, Montréal a juste pris complètement le contrôle du match. Tu sais, moi, à partir du moment où Robichaud a envoyé les 2 interceptions à Mohamed El-Chal, puis que ça a mis l'attaque des Carabins dans des positions favorables pour marquer des touchés faciles avec Rakim Kanal-Charles. À partir de ce moment-là, Montréal a juste, ils ont un peu gardé le contrôle du match, ils ont couru un peu le ballon. Comme tu l'as dit, Sénécal, il a essayé quelques passes, notamment une qui a été une interception, mais je pense que au final, je pense que Montréal, ils vont garder ça puis ils vont se dire, OK, ça va être important pour la suite des choses de justement qu'on a le contrôle du match, qu'on a un match aussi facile qui est vraiment un peu donné, qui nous est un peu donné au deuxième quart, ben, il ne faut pas se relâcher. Fait que pour moi, c'est un peu ça la perspective que cette équipe-là va avoir pour la suite des choses. Puis du côté de Sherbrooke, je pense que ça a été juste difficile de se ressaisir après ça. Je pense qu'ils ont eu du mal à, je ne sais pas, trouver encore une fois leur rythme offensif, de trouver des manières d'un peu chercher des premiers essais de façon consécutive. Et pour moi, c'est ça qui explique le résultat de ce match. Moi, de mon côté, dans le fond, c'était une domination totale de Montréal en première demi. C'était même pas proche. Défensivement, la défensive des Carabins ne donnait rien. À l'attaque, Jonathan Sénécal, il était on sync avec tout le monde. Deuxième demi, j'ai senti qu'il y avait peut-être un petit relâchement. Par contre, il y avait ils ont fait jouer plus de joueurs aussi. Puis, si tu regardes en début de deuxième demi, Sénécal était sa coche. Il a lancé 2 balles, un fade strong side que Dosso a échappé. Puis, le jeu d'après, le receveur mal jugé le ballon. Il a fait 2 jeux de suite en début du troisième quart, que ça aurait été des touchés de 80 verges si les receveurs sont clutch. Fait que je pense qu'il y a peut-être eu un petit manque de focus relâchement de Montréal en deuxième demi, mais ils sont toujours été en contrôle. Puis Sherbrooke mieux fait en deuxième demi, mais le mal était déjà fait. Puis c'était comme je te dis, moi, pour moi, le match n'était même pas proche. Le score n'est pas représentatif de la domination que moi j'ai vue dans le match, surtout en première demi. Là. Ah ben, c'est ça. C'est que la première demi finit 29-3. Et là, tu te dis, OK, tu sais que la deuxième demi, soit tu continues, puis là, tu fais à peu près la même affaire, puis ça finit 58-6, puis tu te dis, OK, j'ai rien réglé. Ou j'ai amassé des stats. Ou sinon, justement, c'est ça, on essaie des choses, il faut que tu fasses embarquer. C'est ces occasions-là que tu as de faire embarquer d'autres joueurs. Il faut que tu le fasses. Moi, je vois des coachs au niveau cadet qui ne le font même pas. Là. Regardez, il y a des coachs universitaires qui le font embarquer leurs joueurs quand ils dominent. Fait qu'il n'ait pas peur. Mais le point, c'est... moi, je regarde William Marchand qui joue un super bon match. Et c'est comme jamais assez. Les équipes comme Sherbrooke, quand ils affrontent Montréal, puis on va après ça aller à McGill, puis McGill contre Laval, là, je pense qu'on va avoir un discours qui va se ressembler un peu, tu sais. Tu dis, moi, j'ai mon meilleur receveur qui est William Marchand, qui est clairement un receveur élite à cette ligue-là. Il joue un solide match. Puis à la fin, tu sais, c'est même pas proche d'avoir l'air d'avoir une compétition. Tu sais, moi, et là, l'affaire, c'est qu'est-ce qui se passe à ce point-là pour que la cohésion est tellement solide avec d'un gros programme, avec Montréal, que tu te dis, OK, vous n'êtes pas capable, les autres équipes sont juste pas capables d'être à ce niveau-là. Puis c'est pas parce qu'ils ont juste des mauvais joueurs, l'autre bord, là. Ils ont un bon corps arrière. Robichaud, c'est un bon corps arrière. Il finit 24 en 32, là. Il les a complétés, ses passes. Ben oui, il y a 2 interceptions, mais il finit 24 en 32, 204 verges. Je ne peux pas dire qu'il n'a pas fait sa job. Il a trouvé Marchand, il a trouvé Giroux. Je le sais là, que c'est
le type de jeu et le type de complétion, c'est pas la même affaire du tout que ce que Sénécal arrive à faire. Je comprends que le scheme de jeu offensif n'est pas le même à Sherbrooke. Tu n'es pas capable d'avoir le même. Mais à un moment donné, il y a une exécution, il y a un sentiment d'urgence aussi. Des fois, moi, je vois des gars, peut-être pas dans le cas de Sherbrooke, là, ça, c'est pas une réalité, là, mais je vois des gars qui, dans certaines équipes, savent que c'est pas à eux autres qui vont aller le ballon, des fois, sur certains tracés. C'est pas courir au maximum. C'est-tu ça qui fait la différence? Est-ce que c'est cette comment je pourrais dire, volonté-là d'exceller jeu après jeu qui fait la plus grosse différence? Parce que je comprends qu'il y a des meilleurs joueurs et qu'il y a plus de profondeur, mais à un moment donné, tu es sur le terrain, tu es un bon joueur, tu veux gagner. Je sais pas, c'est quoi le feeling, là, tu penses? Mais tu sais, moi, de ma perspective, je pense que la grosse différence entre, par exemple, une équipe contre les Carabins puis une équipe comme le Verret-Or, c'est que la réalité, c'est que tu as mentionné de la profondeur, c'est une chose, mais aussi, tu sais, les Carabins, en tout cas, pour cette saison, ils vont pas faire d'erreurs complètement aberrantes qui vont les mettre dans des positions difficiles. Tu sais, je sais que tu as parlé du travail de Robichaud, puis tu sais, c'est pas pour le dénigrer ou quoi que ce soit, mais les 2 interceptions qu'il a lancées, je suis désolé, tu leur donnes le match, tu sais, rendu là. Fait que tu mets ton équipe dans une position, ta défense dans une position tellement difficile, puis, tu sais, je pense à des gars comme, tu sais, Olivier Joly, Karl Marchessault, tu sais, c'est des gars, c'est des bons joueurs, comme tu l'as dit, Marius Marcel-Vincelette, tu sais, c'est des gars qui peuvent plaquer, mais au bout d'un moment, tu sais, tu peux pas stopper quand l'attaque des Carabins est aussi proche de la ligne des buts. Au bout d'un moment, qu'est-ce que tu fais? Tu peux pas faire grand-chose. Puis pour la suite des choses, je pense que ce qui a été difficile pour Sherbrooke, c'est la ligne défensive des Carabins est tellement dominante. C'est tellement un groupe physique qui ont vraiment réussi à bien limiter leur jeu au sol. Si tu n'as pas un jeu au sol qui peut vraiment t'accompagner puis un peu ralentir le rythme du match, puis te supporter, puis amener un élément de physicalité, c'est très difficile de revenir dans un match comme ça. Fait que pour moi, c'est vraiment ça, c'est la profondeur de ces équipes-là, quand tu parles des Carabins puis le Rouge-Or, mais c'est aussi, ces équipes-là ne vont pas faire des erreurs critiques comme ça. T'sais. Pat, toi, comment, tu sais, je ne sais pas si tu veux mettre une analyse plus concrète sur le match comme tel ou essayer de comprendre le mindset qu'il peut avoir. Je parle au niveau des 2 interceptions. Sherbrooke, depuis le début de l'année, ont une bonne tendance à lancer des over-under, des tracés à l'intérieur sur les situations de deuxième essai. Montréal a fait son devoir, puis le corps arrière, tu vois, qu'il a comme, il a précipité son geste sur des trucs qu'il a vus, comme, mais tu sais, il faut qu'il prenne en considération les autres équipes aussi, regarde le film, puis il s'ajuste à ce que tu fais dans des situations de jeu. Donc, on ne peut pas nécessairement revenir souvent sur les mêmes schémas de jeu dans des situations. Les équipes, les coachs sont trop bons, ils s'ajustent, puis les joueurs le savent aussi. Je pense, comme je l'ai dit depuis le début de l'année, Sherbrooke n'a pas la même profondeur que Laval. Même si des fois, au niveau du top 24, ça se rapproche, la profondeur, c'est special teams, puis quand il y a des blessés, ben, c'est là que Montréal et Laval ont le gros edge. Là, ils ramassent le gros du talent. Puis, moi, je trouve ça drôle aussi. Sherbrooke, depuis le début de l'année, ils disent on est jeune, on est jeune. Quand tu as un cycle d'un athlète qui joue 5 ans, plus qu'avec le COVID, tu as des gars qui vont en avoir joué encore plus. Tu n'as pas vraiment d'excuse d'être jeune. C'est à toi, année après année, de développer tes joueurs, puis que tes gars de troisième année soient prêts. Si tes troisième, quatrième année, cinquième année ne contribuent pas, c'est que tu n'as pas fait ta job de développement pendant ce temps-là. Fait que, je pense qu'il faut arrêter de dire on est jeune, puis de se poser des questions si on fait notre travail pour développer les gars quand ils sont rendus à maturité aussi. Là. Bon point. Puis, tu sais, on peut en parler de ça. En fait, on va en parler de ça parce que le recrutement, j'ai écrit un article là-dessus, puis, tu sais, je sais que, tu sais, je suis allé de manière superficielle parce que j'ai juste parlé OK, investir dans les installations, ça prend des meilleurs gyms, puis ça prend des meilleurs vestiaires. On le sait que c'est plus que ça, là. Je suis le premier à le savoir, là. C'est pas ça le problème, là, à la base. Mais c'en est un. Tu le vois qui investit dans son programme sportif, puis on pourrait élargir ça, là, basket, volley, hockey, la réalité est la même un peu partout. Les étudiants athlètes ont le choix d'aller dans un programme, ont le choix d'aller, puis quand je dis programme, je parle de programme sportif. Là. Quand tu choisis, là, tu fais tes visites, puis tu choisis, tu as la chance d'aller et gagner
et passer 5 ans dans des installations top-notch, oui, tu penses à jouer, mais Pat, je pense que tu serais super bien placé pour nous expliquer ça parce que tu es allé, je comprends que ça fait un bout de temps, là, mais la réalité était là pareil. Là. Tu te ramasses dans un programme comme Laval, tu dis OK, on s'en va là. Je le sais qu'il va falloir que je me batte pour mon spot. Je le sais que les meilleurs, parce que c'est juste, on est au niveau universitaire, no matter what. Là. Donc, on est en haut de la pyramide. Je le sais que rendu là, ma première année, là, je ne serai pas nécessairement le top dog que j'ai été depuis que je suis TQ, que je joue. On ne va pas me le donner, mon spot. Il est là. Fait que je m'en vais dans des gros programmes où la compétition est encore plus forte parce qu'il y a encore plus de bons joueurs qui s'en vont là. Et en plus, eux autres, ils ont des bonnes installations. En plus, eux autres, ils ont un encadrement, que ce soit académique, que ce soit les physiothérapeutes, que ce soit tout ce que tu voudras. Fait que quand tu arrives pour choisir et que tu peux aller. Puis je vais donner l'exemple de Sherbrooke, mais ça pourrait être Concordia, ça pourrait être McGill. Chacun a ses faiblesses, appelons-le comme ça, qui fait que pour un joueur qui est peut-être intéressé à se dire « Hey, je pourrais aller à Concordia, ça se peut que je sorte à ma première ou même à ma deuxième année, alors que si je vais à Montréal ou Laval, ça peut me prendre 3-4 ans avant de starter. » Mais pourquoi je choisis quand même Laval puis Montréal à un moment donné? Et pourquoi c'est pas juste un gars ou 2 gars par année qui font ce choix-là, mais la vaste majorité des Blue Chips qui font ça? Il y a une raison à ça, là. Fait que, oui, le recrutement puis le développement, oui, mais le recrutement à la base, qu'est-ce qui fait que systématiquement, c'est si difficile d'aller chercher des top guns dans les autres programmes? Moi, je suis toujours fasciné de voir la quantité de très bons joueurs qui se ramassent à Montréal puis à Laval. Puis parce que la compétition est juste vraiment très, très, très forte, c'est pas des mauvais joueurs. C'est juste que l'occasion, à un moment donné, de jouer, elle ne se présentera plus parce que les gars qui sont arrivés en même temps que toi étaient une coche meilleure que toi. Puis là, l'année d'après, il y en a des nouveaux. Puis là-dedans, il y en a un qui est vraiment un top élite. Puis il y en a un là, puis un là. Puis finalement, dans le depth chart, tu n'arrives jamais à dépasser le niveau où est-ce que tu es. Alors que si tu étais allé à Sherbrooke, McGill ou Concordia, tu aurais peut-être été starter ou backup de premier plan, tu sais. Et là aussi, la game, elle a beaucoup, en fait, la game. Qu'est-ce qui fait que tous les gars vont à Montréal puis Laval? La victoire, c'est ça? C'est juste ça? Ça peut pas être juste ça. Il y a les installations. Pat, je ne sais pas comment toi tu vois ça. Là. Moi, je suis pas dans la tête des gars. Mon processus de recrutement était que quand moi je jouais puis quand les gars ils jouent présentement, c'est totalement. Laval est totalement différent de ce que moi j'ai vécu, mais tu sais, t'as des programmes qui ont des installations. Moi, je donne l'exemple du Rouge et Or parce que je le connais bien. C'est un programme qui a des installations puis un processus qui ressemble à des équipes de la NCAA avec presque juste des coachs à temps plein. Avec le privé qui finance par en arrière. Tu as d'autres programmes que c'est l'institution qui finance, mais la game est juste là. Tu regardes Montréal aussi. Montréal, je pense qu'il y a quand même beaucoup du privé qui rentre dans. Il y a beaucoup de privés qui investissent dans le programme. Tu regardes les 3 autres programmes dont on parlait, mais c'est le final. Ils en reçoivent de plus en plus, mais c'est comme un peu l'armement nucléaire. T'as du monde, des fois, qui ont des ressources pour avoir les meilleures armes, puis t'as d'autres personnes qui n'ont pas le même but, les mêmes ressources. Puis tu regardes aussi, t'as des coachs autour à Laval, Montréal, qui ont des années d'expérience. C'est comme les sommités un peu de leur profession au Québec, tandis que dans les autres sections, tu as des bons coachs en devenir, mais ils n'ont pas atteint encore le statut, l'expérience, puis le statut des autres. Mais tu sais, c'est ça. Au bout du compte, comme tu dis, c'est une question de ressources. Jason, je ne sais pas comment tu le vois. Toi, tu as coaché des kids pas de secondaire, mais de cégep. Fait que t'en as vu là, qui étaient dans le processus de décider vers quelle université ils allaient aller. Qu'est-ce qu'ils te disent? Pourquoi ils choisissent Montréal? Pourquoi est-ce que Concordia, qui n'est pas bien plus loin, n'est pas une option? T'sais? Mais tu sais, la réalité, c'est que pour moi, ça fait juste parler d'à quel point Montréal puis Laval, genre depuis des années, par rapport à juste les victoires qu'ils ont enchaînées durant les 10-15 dernières années, tout le travail qui a été fait au niveau de la promotion de ces marques-là. Puis, moi, par exemple, quand je jouais, moi, mon but, moi, je voulais jouer au Carabin. Moi, je voulais jouer à l'Université de Montréal parce que c'était comme, pour moi, depuis tout petit, c'était comme quand je regardais du football, c'était les Alouettes, la NFL, puis tout ce qui parlait au niveau du niveau, au Québec,
c'était Laval, Montréal. Fait que, tu sais, tout le travail qui a été fait par ces universités-là au niveau de la promotion de leur marque, puis auprès des jeunes, je pense que ça a été assez remarquable. Puis, tu sais, par rapport à mon expérience avec des gars, mettons, de mon âge à peu près, tu sais, je pense que c'est juste, la réalité, c'est que, tu sais, quand tu regardes la marque, quand tu regardes le gear, quand tu regardes les affaires, tu sais, je pense que pour des gars, des jeunes gars, tu sais, ils vont regarder ça puis ils vont se dire, tu sais, est-ce que je préfère aller peut-être, tu sais, être partant pour une équipe comme Concordia ou Sherbrooke, ou McGill, puis ne pas peut-être vivre l'expérience d'aller jouer une Dunsmore ou aller jouer une Vanier, ou, tu sais, je m'en vais au Carabin ou je vais au Rouge et Or, puis même si, tu sais, je suis pas partant, tu sais, je vais obtenir le gear, tu sais, je vais pouvoir m'entraîner avec des top coachs, je vais pouvoir avoir une opportunité de me développer au plus haut niveau, puis peut-être être partant, tu sais, si c'est pas à ma deuxième, à ma troisième année, puis être vraiment prêt à jouer, puis vraiment, tu sais, prendre mon temps pour, comme, tu sais, faire mes études à côté. Fait que, tu sais, il y a aussi ça aussi, c'est comme, ça dépend quel genre de personne que t'es, puis quel genre c'est quoi tes buts. T'sais, mais la réalité, c'est que le travail de ces deux universités-là au niveau de la promotion de la marque est remarquable au courant des dernières années. Puis je pense que c'est ça qui explique pourquoi tu vas avoir beaucoup de joueurs qui vont préférer essayer de rentrer au Carabin ou essayer de rentrer au Géant plutôt que de essayer leur chance avec le Vert et Or, les Stingers ou les Redbirds de McGill. Fait qu'encore là, ça revient à un élément de ressources. Est-ce que l'école, parce que j'en ai déjà parlé, là, Mathieu Lecomte, à un moment donné, il me le disait. Il me dit, tu sais, j'aimerais ça, moi aussi, faire un Facebook Live pour annoncer mes recrues, tu sais. Ça me prend une équipe de communication qui décide de préparer ça, d'organiser ça, de mettre du temps et de l'énergie. C'est ça. Il disait pas ça dans le sens que son équipe de communication ne sont pas fins, là. C'est pas du tout ça, là. C'est vraiment juste une question de dire, ben, eux, est-ce qu'ils sont assez nombreux? Est-ce que c'est ça leur priorité? Est-ce que c'est. Fait que ça n'a rien à voir avec les qualités des gens de communication qui sont là-bas, ça a rapport avec les ressources et le temps qu'ils décident de mettre là-dessus. Renaud Saint-Laurent, avec les Carabins, sa job, c'est pas faire la promotion de l'Université de Montréal, c'est de faire la job la promotion des Carabins. Ouais, puis il fait une excellente job. Tu as un highlight incroyable après chaque game qui est partagé sur les médias sociaux que tu vois, puis tu c'est pas le highlight de fin de saison. Lui, il envoie, tu vois qu'ils comprennent un peu la dynamique de comment les médias sociaux fonctionnent. Je pense aussi que on parle de McGill. McGill, c'est quand même une institution où j'ai travaillé là-bas pendant 3 ans. C'est extrêmement difficile de faire rentrer des joueurs là-bas. Avec le temps, ils ont bâti des programmes qui permettent à des gars de rentrer dans un programme parallèle pour pouvoir entrer dans des programmes, mais ça se fait pas super facilement. Puis c'est pas tous les gars, des fois, qui veulent prendre la chance de prendre un 2 ans avant de rentrer dans leur programme qu'ils veulent. Tu comprends ce que je veux dire? Moi, quand je travaillais à McGill, la plus basse cotère, c'était, mettons, en enseignement de l'anglais à 24,5. Puis après ça, ça tombait genre à 27. Puis je te confirme que la majorité des gars qu'on recrutait au Québec, ils n'étaient pas en haut du 27. Fait que il y a certaines universités qui ont des contraintes académiques que les autres ont pas aussi. Puis je pense que tu regardes comme. Puis McGill, malgré ça, tu regardes Ronnie Lai, il fait quand même un super job de recruter des super bons joueurs, mais c'est comme. Même s'il amène une coupe de studs, puis il travaille. C'est probablement plus fort que les autres, mais le volume qu'il amène année après année, mais il n'est pas pareil. C'est comme, parce qu'ils ont comme des limites au niveau académique. Je parle pour McGill en tant que tel. Ben, c'est un très bon point. C'est un très bon point. Puis la réalité, c'est que, comme tu dis, si la majorité, ils n'ont pas la cote R, sauf que McGill a accès à des joueurs probablement plus facilement à cause de l'anglais, à des joueurs de partout au Canada, un peu dans le nord-est des États-Unis. Je le sais qu'ils vont arriver plus jeunes, c'est vrai, mais ces gars-là, une fois rendus à 21 ans, que c'est peut-être leur 3e année, ben théoriquement, ça fait 3 ans que tu te développes avec du programme universitaire. Fait que ton 3e année de Montréal puis de Laval, il est rendu à 24. Je le sais, mais à un moment...
T'as raison, là, mais à un moment donné, ça se peut que tu sois rendu un joueur de foot qui est prêt aussi. Mais ça, c'est tout vrai, là, je le sais. Mais à un moment donné, si on cherche chaque petit détail qui fait que ça ne marche pas, sinon, comme certains m'ont écrit, c'est OK, arrêtons de nous battre de la même façon. Trouvons d'autres façons de nous battre contre les autres puis aller gagner la bataille de recrutement. Moi, j'aime ce que Concordia a fait, notamment. Ils sont allés engager un paquet de nouveaux coachs à temps plein. Polo est reconnu pour la qualité de son recrutement. Ben, on s'est dépêché à aller le chercher quand il est devenu libre. On a fait le travail pour ça. Mais on en parlait avec Arnaud la semaine dernière. Concordia, c'est dans les 3 prochaines années, avec le staff qu'ils ont en place, s'ils recrutent comme qu'ils veulent, Concordia, moi je l'ai toujours dit, c'est un géant qui dort parce que ils n'ont peut-être pas les installations d'un Montréal et d'un Laval, mais c'est une université qui a beaucoup de programmes, qui n'a pas des contraintes académiques, mettons, c'est sûr que dans certains programmes, il y en a, mais qui peuvent pas du même niveau que McGill, c'est ça. Qui peuvent rentrer un gros volume, qui peuvent recruter partout dans le Canada, qui peuvent recruter aux États-Unis. Donc, si Montréal, je veux dire, si Concordia va chercher les gars qui peuvent au Québec, mais qui vont chercher des blue chips à travers le Canada, puis un petit peu des fois quand ils peuvent aux États-Unis, mais Concordia, avec le bassin de recrutement qui leur est accessible, peuvent faire de quoi de super. Ils peuvent être compétitifs avec la Halle Montréal puis des équipes comme Western, puis tout ça. Moi, j'en suis convaincu. Mais c'est au niveau des deux autres, je ne sais pas. Peut-être on est peut-être rendu aussi dans des autres conférences, ils ont des problèmes aussi. Tu regardes York qui part par 80 à toutes les semaines, puis tu as Western qui gagne par 40 pratiquement à toutes les semaines. Il y a un déséquilibre dans chaque conférence. Puis je pense qu'on est peut-être rendu au Canada à avoir une division 1, une division 2. C'est pas pour manquer de respect à certaines institutions, mais tu as des institutions comme qui ont aux États-Unis, là, la Ivy League n'existe pas pour rien, là, parce que c'est dans des conférences qui n'ont pas de scholarship athlétique. C'est des conférences qui n'ont pas d'NIL. C'est comme ils ne peuvent pas jouer contre Harvard n'ira pas jouer contre Alabama là, la semaine prochaine. Fait que, pourquoi au Canada on fait des choses comme ça? Je pense que on a gardé à cause de contraintes financières, puis aussi des fois les organismes qui gèrent le sport étudiant au Canada, au Québec, mais des fois, ça met peut-être des bâtons dans les roues pour gérer et avoir une expansion. Parce qu'on revient toujours que le problème, c'est l'argent, mais les grosses universités, on a à Montréal, Lyon, l'argent, tu demandes à Laval s'ils pourraient compétir, je suis sûr que ça ne leur dérangerait pas de prendre l'avion 4 fois dans l'année pour avoir une cédule plus compétitive. Là. Ben, c'est intéressant parce qu'effectivement, là, on embarque sur une autre affaire. Parce que moi, mon premier questionnement quand j'ai vu les matchs de la fin de semaine, là, c'était tabarouette, c'est plate. On me semble qu'on approchait un peu plus de parité. C'est-à-dire que Montréal joue une grosse game si tu veux gagner. Assure-toi de jouer ton A-game parce que l'autre équipe va te placer dans le pétrin. Même chose pour Laval. Joue ton A-game parce que ça se peut que Concordia vienne t'en planter une à quelque part, puis ça va t'obliger à te tenir les fesses serrées, puis à jouer ta game, puis à voir chaque match ça. Moi, quand j'ai vu les deux deuxièmes demi, parce que j'étais à McGill pour le match de Laval, j'ai fait « God, man, j'étais en train de regarder une game de foot universitaire, puis en deuxième demi, je le sais là, que les gars que Laval met sur le terrain, c'est des saprés bons joueurs, mais la cohésion n'est pas là de la même façon que l'équipe 1, c'est évident. Là, mais si tu mettais ces gars-là comme partants, qui travaillaient toujours comme partants, ils seraient bons. Là, la cohésion, elle gagnerait. Là, fait que c'est pas ça l'enjeu. Mais c'est juste de dire, je m'en vais voir une game comme ça. Puis oui, il y a un... Il y a un match gagné facilement par une équipe, puis ça, tu as ça dans plein de divisions. Mais avoir l'impression que une des deux équipes est en train de pratiquer en deuxième demi, moi, ça m'enlève mon fun là, dans l'histoire. Fait que, il faut trouver une façon, soit que ces programmes-là gear up, puis à dire « Hey, écoute, là, c'est quoi que ça nous prend pour compétitionner? » Puis on s'en vient compétitionner. Ou, comme tu l'as dit, on est-tu rendu à avoir une division 1? Je le sais que ça amène des enjeux et de voyagement. Donc, il y a des coûts. Et aussi de gestion des horaires. Tu sais, tu es des étudiants athlètes, là, ça se peut que tu aies un examen lundi matin. Là, fait qu'il faut que tu reviennes. Là.
Mais bon, ça peut s'arranger. Il y a des étudiants athlètes dans tous les domaines qui font des compétitions internationales, même dans d'autres choses, en plongeon, en qu'est-ce que tu voudras, qui trouvent des moyens pour leurs examens. C'est une affaire. Mais ça prend de l'argent pour faire ça. Puis ça prend une volonté de toutes les universités. Vas-y, Jason. Honnêtement, avec toi, Phil, puis c'est pas pour être plate, mais puis je sais que c'est facile de dire quelque chose comme ça maintenant qu'on est rendu là à la saison, mais maintenant, quand j'y repense, est-ce que sincèrement, Concordia, McGill puis Sherbrooke s'étaient vraiment rapprochés des Carabins puis du Rouge-Or dans les dernières années, ou dans les 3-4 dernières années, le Carabin puis le Rouge-Or ont vécu certaines formes d'adversité qui leur ont empêché d'être à leur plein potentiel. Par exemple, les Carabins l'an passé, ils ne jouaient pas à leur terrain à domicile à cause des travaux. Le Rouge-Or, si je me souviens bien, l'année du retour de la COVID, ils avaient aussi leurs propres enjeux. Fait est-ce que ces choses-là, dans les 3 dernières années, ont un peu peut-être, je n'ai pas envie de dire diminué leur niveau, mais c'était des formes d'adversité qui les ont empêchés de jouer à leur top niveau. Puis là, maintenant que, par exemple, dans le cas des Carabins, que leur cohorte de recrutement est à leur maturité, puis du côté du Rouge-Or aussi, là, ils jouent à leur plein potentiel, puis on voit le plein niveau de leurs résultats. Puis du côté des Stingers, du Verret-Or, le Verret-Or, cette année, sont blessés. On a mentionné le fait qu'ils sont jeunes, ils ont vécu l'adversité. Puis du côté de McGill, McGill, dans les dernières années, c'est pas pour être plate, mais c'est que des résultats en termes de fiches, victoires, défaites médiocres. Puis c'est lié à beaucoup de choses. On en a parlé par rapport à la structure de comment ça se passe au niveau du recrutement, les difficultés que coach Ron Hiller doit sûrement vivre par rapport à le manque de ressources. Mais la réalité, c'est que McGill, ça fait des années qu'on voit qu'il y a des problèmes. Fait que, est-ce que c'était plus une question de, OK, l'Université de Montréal, les Carabins et le Rouge-Or vivaient de l'adversité de leur côté, puis c'est ça qui a comme un peu réduit l'écart, ou, en tout cas, non, mais je trouve que c'est un point extrêmement valide, comme tu dis. C'est peut-être les 2 dernières années, effectivement, il est arrivé des choses. L'autre élément qui arrive, est-ce que le fait qu'on a juste 5 équipes au RSEQ, ça exacerbe pas ça? Puis je pose la question de même. Tu parlais, Pat, tantôt en Ontario, oui, York qui mange des taloches, mais tu dis au moins 3-4 fois dans l'année, je vais affronter des équipes, Queens, Western, McMaster. Ottawa, Carlton. Où est-ce que, oui, peut-être que, oui, j'ai plusieurs matchs qui ne comptent pas, entre guillemets, où est-ce que, c'est correct, mais j'ai des matchs qui deviennent intéressants à regarder. Et là, en ayant plusieurs, d'une année à l'autre, il y a des cycles. Fait que oui, il y a des équipes qui, une année, finissent 2-6, mais ça se peut que l'année d'après, ils se replacent, ils montent à 5-3, puis là, on a quelque chose. Fait que des fois, c'est une université versus une autre qui devient un peu se positionner pour des demi-finales, des choses comme ça. Puis mais Western va tout le temps être là. McMaster va toujours être là. Dans l'Ouest, Saskatchewan va toujours être là. Mais Montréal, ça pourrait faire la même chose. Montréal-Laval, ça pourrait être la même chose. C'est juste qu'il y a juste 3 autres équipes à affronter. Fait qu'ils reviennent plus souvent, dans le fond, les matchs one-sided. Là. Donc, en tout cas, je me pose la question, puis faut commencer à y penser faut commencer à y penser. Ça fait longtemps qu'on y pense, là, que ça se discute là, ou que ça se dit qu'il faudrait avoir une division 1. Mais si tu as une division 1 pan-canadienne qui est capable d'aller chercher un contrat de télé, de TSN ou de Sportsnet ou que tu voudras, puis tu es capable de mettre systématiquement, semaine après semaine, à la télé canadienne des matchs top niveau, tu dois être capable de trouver une manière de financer ça. Si aux États-Unis, le finance, je comprends que les moyens sont différents, puis les manières de financement sont différentes aux États-Unis. Là, je comprends tout ça, puis je ne veux pas entrer dans ces détails-là. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'argent dans le football canadien. Fait qu'à un moment donné, il est où, puis comment on peut l'organiser? C'est important, puis je sais que c'est l'école avant tout, là, puis que c'est comme ça qu'on veut penser, mais le sport, il y a sa valeur dans les écoles, puis on pourrait attirer des étudiants athlètes. Puis le sport, maintenant, il devient intéressant pour le monde, puis ça peut être une belle source de financement pour les universités si c'est bien fait. Définitivement. Non, définitivement. Je voulais pas arriver avec une affaire que personne. Que tout le monde me plébiscite. Ouais, t'as raison. C'est vraiment des fois.
On va quand même parler, malgré cette énorme parenthèse, on va quand même dire un mot ou deux sur le match de McGill-Laval, même si le pattern est un peu le même, comme je disais. J'ai vu quand même des choses très intéressantes de Laval parce que j'ai vu une exécution qui me semblait proche de la perfection à bien des égards en première demi. Puis j'ai parlé avec Arnaud Desjardins après le match, puis il dit... T'sais, c'est sûr qu'il n'ira pas me dire « Ah, McGill, son poche, c'était facile. » Là. Il ne me dira jamais d'affaire de même, puis je ne pense même pas qu'il le pense. T'sais. Mais il était vraiment satisfait de la cohésion de sa gang, de comment les gars ont exécuté sur le terrain. Puis ce qu'il me disait, c'est il dit Laval, quand on exécute comme ça, ben c'est ça qu'on veut être, puis là, on va être difficile à battre. Puis là, amenez-nous n'importe qui. T'sais, il ne m'a pas dit ces mots-là exactement, mais au bout du compte, c'était ça que ça voulait dire. Donc, je pense qu'il était. Du fait qu'il me disait qu'il était très satisfait de l'exécution, c'est parce que lui-même, il l'a vécu, là, veut pas sur le terrain. Il sentait que ses gars étaient en contrôle, puis il sentait que les gars faisaient les jeux, couraient bon tracé, bloquaient comme il faut. Fait que, faut reconnaître ça aussi à un moment donné. C'est pas tout le temps l'autre équipe qui est pas de niveau. C'est des fois parce que tu joues un solide match. Puis si Laval joue un grand match contre une équipe comme McGill, ben c'est sûr que ça a l'air pire que c'est. En plus, tu fais encore plus mal paraître McGill. Je ne sais pas comment vous avez vu ça de votre côté. Non, mais comme tu dis, tu regardes offensivement, Arnaud, il est 21-25, 3 touchdowns. Au sol, ils ont une moyenne de 7.2. Puis c'est pas juste un gars qui a joué. Là, je pense que le porteur de ballon qui a le plus de portée, c'est 7. Ils ont fait jouer beaucoup de porteurs de ballon. Tout le monde a eu du succès. Donc, je pense que la ligne offensive, elle s'est vraiment imposée là, sur McGill. Puis, au niveau des receveurs, on a des gars qui ont 7 catchs, 6 catchs. On a un gars qui a 3 catchs. Il y a beaucoup de gars différents qui ont touché le ballon. On spread bien le ballon. Tu regardes de l'autre côté, leur meilleur joueur qui a 8 balles, puis après ça, ça tombe à 2. Fait que, on spread le ballon, il y a beaucoup de bouts, donc ça vient vraiment difficile à défendre pour une défensive quand on exécute bien. C'est pas les mêmes gars qui touchent la balle, puis n'importe qui peut te faire mal. Tandis que de l'autre côté, on a une ou deux armes, puis on peut comme travailler vers 2 gars, plus qu'on peut travailler vers 7 gars différents qui peuvent toucher la balle à chaque jeu. Là. Ah, exact. Puis comme tu dis, il touche, mais il l'attrape et il complète les jeux. C'est tout ça. Tu regardes défensivement, Laval a une grosse game au sol. Ils ont complètement stuffé l'attaque au sol de McGill. Une moyenne de 3.9. Par la passe, Eloa est encore en bas du 50%. Tu vois, d'un côté, on exécute à plein régime. De l'autre côté, on se cherche, mais on a frappé un mur, je pense. Vraiment. Jason? Je pense que j'ai un peu le même ressenti. Je pense que le Rougeur a vraiment dominé en toutes les phases du ballon. Je pense que moi, je suis vraiment content pour Arnaud Desjardins. Pour de vrai, je suis vraiment content. Je me rappelle qu'on avait fait notre classement des carrières. J'avais dit que je m'attendais vraiment à ce qu'ils prennent un autre step. Puis je pense que c'est exactement ce qu'on a vu. Je sais que Kevin Mittal, il est blessé. Mais je pense que on voit à quel point il est encore plus confortable, qu'il arrive à distribuer le ballon à ses receveurs. Il y a vraiment, on dirait qu'il y a un calme, il y a un contrôle de vraiment l'offensive. Puis je pense que du côté de McGill, je pense que c'est tout à fait l'inverse. Je pense qu'ils ont du mal à, encore une fois, trouver leur rythme. Ce qu'on avait vu de positif durant la première partie de la saison, c'est justement qu'ils pouvaient courir le ballon, notamment avec Siracello, leur porteur de ballon qui est vraiment solide. Puis je trouvais aussi que le travail avec la ligne offensive, genre au niveau des blocs, ça leur donnait des opportunités. Mais je pense que dans ce match-ci, la ligne défensive du Rougeur a juste pris le dessus. Je pense que Jean-William Okulo était de retour. Oui. Ça a dû faire une différence. Puis, du côté de McGill, comme tu l'as dit, Pat, je pense qu'ils ont frappé un mur, mais je pense que la question, ça va être, à partir de maintenant, c'est quoi la direction qu'on veut prendre? Où on s'en va pour continuer d'évoluer. Durant la première partie de la saison, ils avaient commencé de façon un peu questionnable. Et après ça, on a vu qu'au niveau de leur travail, notamment avec la ligne défensive pour stopper la course, puis leur jeu au sol, qu'il y avait une amélioration. Mais là, on dirait que depuis quelques semaines, ça a comme un peu redescendu. Fait que la question, ça va être,
la perspective qu'on avait de McGill, c'était vraiment une équipe qui se tirait tout le temps dans le pied, mais qui n'arrivait pas à genre, vraiment jouer à leur plein potentiel. Mais là, je me pose la question, en fait, c'est quoi leur plafond exactement à cette équipe-là? Puis en ce moment, est-ce qu'ils font toutes les choses pour atteindre leur plafond? C'est une question que je me pose, puis en tout cas, j'ai hâte de voir pour la suite des choses pour le reste de la saison, qu'est-ce qu'ils vont faire pour s'ajuster, puis qu'est-ce qu'ils vont avoir appris de cette défaite face au Rouge et Or, parce qu'il reste encore du football. La réalité, c'est qu'ils peuvent encore montrer des bonnes choses, puis je pense pas qu'ils sont complètement écartés de la course aux playoffs, mais au séries. Non, pas du tout, ils sont encore là. Fait que c'est ça, fait que il y a encore des opportunités pour eux de montrer des bonnes choses. Je pense qu'ils vont devoir revenir à bien courir le ballon. Je pense que du côté des Lois, ça va juste être, au bout d'un moment, c'est comme, il est qu'est-ce qu'il est en ce moment. Concentrons-nous sur nos forces, faisons-le courir. Essayons de lui donner des opportunités de vraiment faire des passes dans les zones profondes puis capitaliser sur ces opportunités de cette façon-là. Je pense pas que je pense pas que ça va jamais être un joueur qui va être capable de peut-être plus tard dans sa carrière, mais pour l'instant, je pense pas que c'est un joueur qui peut vraiment faire des passes rapides dans des petites fenêtres, zones courtes, trucs comme ça. Je pense que c'est pas nécessairement lui. Je pense qu'il faut se concentrer sur qu'est-ce qu'il fait de bien, puis pour lui, c'est courir le ballon, puis quand il y a des opportunités, capitaliser dans les zones profondes. Fait que pour moi, ça va être de voir comment cette équipe-là, cette offensive-là va s'ajuster. Ils ont des bons joueurs. Je pense à un Darius Simmons qui a quand même fini avec 98 verges. Fait que il y a encore... Il n'y a pas de doute. Simmons, c'est un élite, là. C'est pas ça. C'est pas Simmons l'affaire. C'est est-ce que William Langlais, est-ce qu'Abdallah Traoré peuvent attraper des ballons un peu plus? Est-ce que Eloi peut être plus précis? Est-ce que en tout cas, regarde, la précision, je pense pas que c'est son atout, mais c'est pas son atout en ce moment. Fait c'est autant se concentrer sur qu'est-ce qu'il fait de bien. Puis pour lui, c'est vraiment courir le ballon, être un athlète sur le terrain. Puis quand il y a des opportunités, lancer le ballon le plus fort qu'il peut, puis cash in avec Darius Simmons. Pour l'instant, c'est ça qu'ils font bien. Fait que peut-être revenir à ça, puis voir à partir de là, qu'est-ce qu'ils peuvent continuer d'améliorer. Mais je pense pas que pour l'instant, lui demander de justement être super précis, faire des passes courtes, puis faire ça, je pense pas que c'est qu'est-ce qu'il fait de mieux. Fait qu'autant se concentrer sur qu'est-ce qu'il fait de bien. Je sais pas. Non, exact. Je ne sais pas si tu vois la même chose, Pat, là-dessus, mais regarde, pour moi, de toute façon, j'aime autant le voir comme une performance top de Laval que de juste taper sa tête de McGill dans ce cas-ci. Puis je pense pas que c'est ça que tu fais là, du tout. Là. C'est pas pour ça que je dis ça. C'est juste que, à un moment donné, là, analyser des taloches, c'est ça que ça donne aussi. Là. Ouais. Pat, y a-tu de quoi rajouter? Non, mais vous avez. Je pense qu'on a fait le tour de la question. Je pense que le corps de McGill, c'est un gars super talentueux, comme il n'est pas encore rendu à point dans son développement. Je suis d'accord qu'il faut. Mais je pense que déjà, il essaie d'utiliser selon ses forces, mais c'est peut-être un gars que je vois dans le match contre Laval, il y a 8 courses. Mais c'est peut-être un gars que jusqu'à la fin de l'année, tu peux pas le maganer, mais il faut que tu augmentes peut-être son volume de courses dessinées. Pas juste des courses improvisées, mais je pense que dans certaines situations, il ne faut pas avoir peur de lui faire toucher le ballon puis de dessiner des concepts pour que dans cette situation, que ce soit pas nécessairement lui qui fait une lecture au sol pour donner ou garder, mais je pense qu'ils le font quand même déjà, je le vois. Mais je pense que c'est leur cheval. À un moment donné, ils n'ont peut-être rien derrière. Fait que, tu veux le protéger, mais plus que la saison avant, si McGill veut faire les séries, il va falloir qu'il commence peut-être à donner plus de volume de jeux qui sont dessinés pour que le WA fasse mal à la défensive adverse. Là. Intéressant. Je termine. Tu l'as dit tantôt, Jason, Arnaud Desjardins, 21-25, 263 verges, 3 touchés. Il a été joueur offensif de la semaine. Première fois depuis le début de la saison que c'est pas Jonathan Sénécal. Donc, ça, en soi, c'est une chose. Isaac Gaillardette et Édouard Arsenault ont été vraiment excellents. Moi, Gaillardette, son catch à une main dans la zone des buts, franchement, de la magie.
Puis, parlant de receveur de passe, ben, Kevin Mittal, je l'ai croisé. Kevin a reçu en fait, il y a un high ankle sprain, une entorse haute à la cheville. Et il a reçu une injection de cortisone. Il ne peut pas mettre 0 poids, fait qu'il se prend avec une genre de petite trottinette. Mais ça y enlève son côté athlétique pendant qu'il se prend. il a l'air d'un vieillard, ben, on va en rire un peu, étant donné qu'on sait que ce n'est pas sa vraie situation. Mais ceci dit, lui, son espoir est de revenir pour le prochain match contre Montréal. Fait que ça va être à voir. Mais regarde, il semblait de bonne humeur. Il est en mode au jour le jour. Puis à voir si on va espérer pour lui là, qu'il puisse revenir à son top parce que ça reste un joueur formidable à regarder jouer. Et il y a Guillaume Cochon aussi, au niveau des retours de beauté, qui a pris la place d'Olivier Cool à certains moments. Ils ont alterné un moment. Ben, alterné. Certains Cool a commencé, Cochon on a pris d'autres, puis Cool est revenu à un moment donné prendre des retours de beauté de dégagement, mais Cochon a un retour de 100 verges quand même, donc c'est la deuxième fois cette année que Laval a touché sur un retour de beauté de dégagement, fait que 100 verges quand même. Fait que c'est... Vas-y, Pat. Non, mais je veux dire, tu sais, quand Laval commence à être, je pense, année après année, Mathieu Bertrand fait un déjà une unité spéciale, puis on dirait que cette année, tu sais, ça commence sur les retours, mais tu sais, sont plus dangereux que jamais. Fait que tu sais, ça vient comme un petit peu dérangeant pour les équipes adverses, de pas, tu sais, t'as un botteur d'élite, t'as des retourneurs élites, c'est comme, tu sais, Laval peut te faire mal dans toutes les facettes du jeu. Là. Absolument. Donc, à suivre pour notre football universitaire, que malgré tout ce que je dis, je vais quand même continuer de les suivre et d'encourager ça et d'encourager les gens à aller regarder ça. En fin de semaine prochaine, vendredi, Montréal est à McGill, Concordia est à Laval. Bon, j'ai surtout hâte de voir Concordia à Laval, savoir ce que Concordia va faire avec une équipe qui, quand même, cette année est troisième, bien assise sur sa troisième position, puis je vais garder les doigts croisés à savoir si cette équipe-là est capable de monter ça d'un autre coche encore puis d'aller déranger Gros Programme. Mais je pense que c'est le moment de vérité pour Concordia. Ils ont eu 2 semaines pour se préparer pour Laval. Ils sortent d'un bail. Ils devraient être en santé. Maintenant, ça passe, ça casse. C'est là c'est à eux, présentement, en fin de semaine, de venir faire un statement ou que tout le monde dise, ben, vous êtes dans l'autre tiers. Il n'y a plus 3 tiers. T'es du côté fort ou t'es du côté faible. Puis présentement, c'est eux autres. C'est ce qu'ils doivent faire en fin de semaine s'ils veulent vraiment comme passer le prochain step, là, selon moi. Yes. Ouais. Moi, je suis quand même curieux de voir McGill, en tout cas, Montréal, McGill, parce que, tu sais, en tout cas, je pense que McGill, dans les dernières semaines, ça a quand même été tough. Je veux voir comment ils vont répondre de ça. Puis, du côté de Montréal, je pense que pour eux, je pense pas qu'ils sont satisfaits de la manière dont ils ont terminé le match à Sherbrooke. Je pense que de leur côté, ils se disent, je pense qu'ils regardent le film puis ils vont se dire, on peut être encore plus dominant, puis je pense qu'ils vont vouloir montrer ça face à McGill. Fait que je suis très curieux de voir comment ce match-là va se dérouler. Très bon. D'ailleurs, regarde, Montréal, moi, je vais surveiller comment je pourrais dire, le prochain, chaque match, l'évolution, c'est ça le terme que je cherchais, l'évolution d'un Mohamed Elchal, qui est rendu le troisième linebacker là, qui semble avoir pris la place justement comme partant avec Miesan et Farinaccio, qui sont déjà deux des... qui forment probablement le meilleur duo de linebacker au Québec, peut-être même au Canada. Fait que si on ajoute un Elchal de 6 pieds 4 qui commence à faire des interceptions, qui est impliqué dans le jeu, tu as un trio qui, on me dira ce qu'on voudra. Là, dans ma tête à moi, c'est assez clair que c'est le meilleur trio de linebacker que tu ne peux pas avoir au Québec. Là. Laval va avoir du talent à bien des endroits. Vous en parliez la semaine passée, comme quoi Laval est probablement joueur par joueur meilleur que Montréal à peu près toutes les positions sauf carrière. Je pense que linebacker, on a quand même un bon talent. Le groupe à Concordia est quand même assez solide. Il y a des bons groupes partout, puis tu as raison, Concordia est solide aussi. Moi, j'aime bien, je l'ai mentionné, Loïc Gagné et tout, mais pour le match de Montréal-McGill, là, franchement, comme je dis, j'ai envie de continuer de regarder Mohamed Elchal évoluer, un joueur qui, dans les 2 derniers matchs, a fait des solides prestations. Messieurs, un gros segment de foot universitaire. Merci d'avoir été là. Merci d'avoir partagé vos impressions, vos analyses, vos feelings. Merci. Et on va se souhaiter des bons matchs. J'ai même un match en fin de semaine prochaine. Yes.
Merci. Bonne Salut. semaine à tous. Salut, guys. Salut.